Bonjour, bonjour et bienvenue dans la série de webinaires de l'Institut géopolitique de l'ESCP. Notre dernier webinaire, le 9 décembre, était centré sur la politique de Trump en Amérique latine et posait la question d'une doctrine Monroe revisitée. Les événements de ce début d'année 2026 ont confirmé les volontés interventionnistes frontales de la deuxième administration Trump dans la région des Amériques et témoignent d'une redéfinition des priorités stratégiques des États-Unis. Les États-Unis critiquent le modèle européen, imposent des tarifs à leurs alliés, limitent leur soutien à l'Ukraine et contournent les cadres multilatéraux traditionnels tels que l'OTAN et l'ONU. Quelle est la place de l'Europe dans ce contexte? Peut-on parler de marginalisation, voire de vassalisation de l'Europe? Plus précisément, l'Alliance transatlantique a-t-elle un avenir lorsque la politique extérieure américaine semble privilégier l'unilatéralisme, la coercition et l'affirmation de puissance? Pour analyser ces évolutions et en débattre, nous avons le plaisir de recevoir deux experts. Donc tout d'abord, Monsieur Joachim Bitterlich. Monsieur Bitterlich est professeur affilié à l'ESCP, ancien ambassadeur, ancien conseiller du chancelier Helmut Kohl sur les questions de politique européenne, de diplomatie, de sécurité extérieure et de politique du développement. Monsieur Bitterlich a aussi été ambassadeur de l'OTAN à Bruxelles. Il est un expert des questions de sécurité et de défense en Europe et publie et intervient régulièrement sur ce sujet. Merci beaucoup d'être parmi nous. Nous sommes aussi heureux de recevoir Monsieur Gilles Andréani. Monsieur Andréani est professeur affilié à Sciences Po, président de chambre à la Cour des comptes, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Il est spécialiste des affaires internationales et tout particulièrement des questions de sécurité européenne et transatlantique. Monsieur Andréani est contributeur régulier à Telos, plateforme de réflexion et de recherche sur les grands débats mondiaux. Comme d'habitude, nous allons débuter ce webinaire par des interventions courtes de nos invités, de nos experts, une quinzaine de minutes. Monsieur Andréani va ouvrir le webinaire en nous donnant des éclairages sur la politique étrangère nord-américaine. Il va tenter de répondre à la question suivante. Est-ce une crise de la relation transatlantique comme nous en avons connu par le passé, ou faisons-nous face à quelque chose de complètement différent cette fois-ci? Monsieur Bitterlich apportera ensuite son expertise sur la réponse européenne à la nouvelle donne américaine. Il abordera la question de ce que fait l'Europe et de pourquoi elle ne réagit pas. Il y aura ensuite un temps pour les questions et le débat qui seront modérés par mon collègue et co-directeur de l'Institut géopolitique de l'ESCP, professeur Maxime Lefebvre. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet ci-dessous Q&A, questions et réponses, même pendant les présentations et pendant les discussions, elles seront prises en compte par la suite. Donc, ce webinaire proposera une lecture stratégique et prospective des relations transatlantiques, de leurs tensions actuelles et des scénarios possibles pour l'avenir. Je laisse donc maintenant la parole à Monsieur Andréani qui va débuter le webinaire dont je rappelle le titre, Quel avenir pour la relation transatlantique? C'est à vous. Merci beaucoup, merci de votre invitation qui me fait très plaisir, de l'occasion de débattre avec un expert de grande renommée comme Joachim Bitterlich me fait très plaisir et de retrouver aussi Maxime Lefebvre. Alors, je pourrais vous dire, oui, le phénomène Trump est tout à fait inédit, je crois que c'est le cas, je crois qu'on a affaire à quelque chose de très nouveau, mais qu'il faut inscrire dans une continuité. Alors, je le ferai très rapidement en disant d'abord quelques évidences, excusez-moi, sur ce qu'est la relation transatlantique. Quand on parle de la relation transatlantique, je crois qu'on parle d'un moment de cette relation qui est très ancienne, hein, qui a plusieurs siècles, mais on parle d'un moment qui est le moment de la guerre froide fondamentalement, qui est un moment où la relation transatlantique s'est inscrite, s'est traduite par une stratégie et des objectifs partagés entre Européens et Américains. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation transatlantique vue sous cet angle? Bon, c'est l'intérêt américain, intérêt qui a mis du temps à s'établir, à ce qu'il n'y ait pas de puissance hégémonique qui installe sa suprématie sur le continent européen. Expérience durement acquise dans deux guerres mondiales et qui finalement se traduit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par la création d'une institution au service d'une stratégie. L'institution, c'est l'OTAN. Les relations transatlantiques, c'est des relations essentiellement politiques, stratégiques et militaires qui permettent d'organiser face à l'Union soviétique, à la menace qu'elle représente, une solidarité structurelle euro-atlantique, euro-américaine pour être plus précis, avec un rôle leader et un rôle protecteur des Américains.
C'est une alliance qui n'a jamais été tout à fait égale, bien entendu, dans laquelle il y a une dimension de ce que Raymond Aron appelait une république impériale, hein, une puissance qui dirige, qui exerce son leadership, comme aiment à le dire les Américains, mais qui fait un peu plus que cela sur l'Alliance Atlantique et qui y trouve des partenaires essentiels, des partenaires européens, dont le principal, passé le moment de l'immédiate après-guerre, a été au fond l'Allemagne fédérale. Ça a été le principal partenaire tout au long et jusqu'au dénouement de la guerre froide des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique, avec des rôles un peu particuliers et importants également pour la Grande-Bretagne, l'allié le plus fidèle, et la France, allié un peu moins fidèle, mais néanmoins qui intervenait au bon moment et qui était, disons, une composante utile de cette relation. Ça, c'est la relation transatlantique classique, si vous voulez, fondée sur, encore une fois, une convergence des intérêts entre l'Europe et les États-Unis face à la menace soviétique. Alors, vous pouvez se dire, est-ce que ça durerait? Est-ce qu'au lendemain de la guerre froide, il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de menaces, il y a un paysage global où l'Europe cesse d'être centrale dans la préoccupation stratégique américaine. La guerre froide commence et finit en Europe. Euh, Après la guerre froide, l'Europe, c'est pour les États-Unis une province du monde comme une autre, si vous voulez. Et donc, pourquoi est-ce qu'il fallait maintenir l'Europe, maintenir cette institution particulière qui était l'OTAN et maintenir cette relation très, très spéciale? Bon, il y a eu un débat, hein, on pouvait se le demander, le choix a été fait. Et, Joachim Bitterlich, il a contribué, il a participé, le choix a été fait au moment de l'unification allemande de maintenir l'Allemagne dans l'OTAN et l'OTAN en Europe, si je puis dire, et de maintenir les États-Unis en Europe à travers l'OTAN. Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'il ne fallait pas, comme le demandaient les Français, faire évoluer l'OTAN? C'est un débat. Les Français ont plaidé pour une réforme de l'OTAN, une OTAN plus européenne, une Europe plus autonome en matière de défense. Disons qu'on a préféré perpétuer le système. On a gardé une alliance atlantique euh, qui a prospéré au lendemain de la guerre froide, qui a continué à incarner la relation transatlantique d'une façon relativement efficace, qui s'est occupée de diverses questions, la Bosnie, les sources d'instabilité en Europe, mais, si vous voulez, dont l'horizon stratégique et l'utilité étaient inévitablement moins importants du point de vue des Américains et d'ailleurs un petit peu des Européens. Il faut bien le dire. Bon, et puis tout ça a finalement évolué sous l'effet d'un phénomène important qui est la résurgence d'une menace russe. À partir de 2008, l'affaire géorgienne, 2014, la Crimée, eh bien, on a vu l'Alliance Atlantique, en tout cas la relation transatlantique, reprendre un peu de couleur, et surtout à partir de 2022, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, une mobilisation de l'OTAN, non pas au sens militaire du terme, mais dans l'aide à apporter à l'Ukraine, même si le cadre institutionnel de l'OTAN n'a pas joué un rôle énorme dans cette affaire. Je passe sur les détails, mais on a préféré utiliser des cadres ad hoc pour discuter entre Européens et Américains de la stratégie à adopter dans l'affaire ukrainienne. Ce n'est pas vraiment les institutions de l'OTAN qui y ont servi. Mais peu importe, l'alliance militaire a retrouvé des couleurs à cette occasion. Ça, en gros, c'est l'alliance classique qui se perpétue au lendemain de la guerre froide sous une forme moins saillante, moins privilégiée, moins importante, mais qui néanmoins se perpétue. Alors bien sûr, la relation transatlantique, c'est bien d'autres choses. J'ai entendu, de mes oreilles entendues, si j'ose dire, François Mitterrand, au sommet de l'OTAN de 86, dire l'Alliance Atlantique, c'est une communauté de valeurs et de civilisation, dans un discours, hélas, non publié. Mais c'est ce qu'il pensait, c'est absolument ce qu'il pensait. Il y a, comme disait le général de Gaulle, il y a l'Europe et l'Amérique sa fille, il y a une relation familiale, civilisationnelle, dirait-on aujourd'hui. Le mot n'existait pas à l'époque. Mais enfin, il y a quelque chose comme cela entre l'Europe et les États-Unis. Plus important dans un monde où quand même les affinités civilisationnelles ont leurs limites, vous avez des relations commerciales et d'investissement mutuel, dont je rappelle quand même que c'est les premières de la planète, c'est-à-dire le flot du commerce euro-américain, c'est 1600 milliards de dollars, et comme chacun sait, il est à peu près équilibré si on compte les services, 250 milliards de déficit
américain côté biens et un excédent de 150-200 côté services et du coup une relation commerciale presque à l'équilibre et un stock d'investissement direct absolument colossal qui est le premier du monde. Quatre fois les investissements américano ou euro-asiatiques, si vous voulez un stock de 5 000 milliards de dollars à peu près de chaque côté. Donc, quand même des relations humaines, historiques, civilisationnelles, mais surtout économiques, tout à fait essentielles. Alors, dans ce, il y a une continuité dans la relation transatlantique qui est, je dirais, la continuité des crises et la continuité des alertes régulières sur l'étiolement de la relation transatlantique. Alors, et c'est dans ce contexte que s'inscrit le phénomène Trump, parce que c'est vraiment un phénomène. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette succession de crises et de doutes depuis la fin de la guerre froide sur l'Alliance Atlantique? Bon, pour aller à l'essentiel, il y a une tendance lourde, une tendance lourde que je trouve incarnait assez bien Obama, qui est la tendance d'une indifférence croissante des États-Unis pour des raisons absolument légitimes, si vous voulez. Ils ont une grande affaire stratégique qui est la montée de la Chine, qui est une affaire absolument bouleversante pour eux. Je dis bouleversante au sens c'est un bouleversement du monde, mais c'est un bouleversement de la place des États-Unis dans le monde. Les Américains n'ont pas l'habitude d'intervenir dans le monde autrement qu'en étant les premiers et en étant une puissance un peu exceptionnelle. La perspective de se retrouver à parité avec une autre puissance, on peut discuter si c'est une vraie parité, si c'est une parité simulée, qui sera atteinte un jour dans tous les compartiments de la puissance, ça c'est des débats infinis, mais enfin en gros le spectre est là d'une parité avec la Chine. Et ça n'est jamais arrivé. La parité avec l'Union soviétique de la guerre froide, c'était une fausse parité. Les Américains étaient dominants à bien des égards, sur la technologie, l'économie, le réseau des alliances, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est l'Asie. Et l'Asie, c'est ce qui intéresse les Américains. Et du coup, il y a un déport de l'intérêt américain, un déclin de l'intérêt américain pour l'Europe, et c'est bien naturel. Si j'étais eux, je ferais la même chose. Et celui qui l'exprime bien, bien que d'une façon parfois un peu déplaisante pour les Européens, parce que c'est pas un personnage chaleureux, mais je le prends comme étalon, si vous voulez, de cette évolution lente, c'est Obama. Indifférent, un peu condescendant aussi, l'Europe, on sait pas. Il est très aimable, mais enfin, il trouve quand même que l'Europe, c'est pas formidable, c'est bien, c'est intéressant. Enfin, il a d'autres choses à faire, il a d'autres choses. Il parle de son pivot vers l'Asie. Euh, mais n'oublions, puisqu'on parle de stratégie nationale de sécurité, depuis George Bush, le fils, depuis 2002, les stratégies nationales de sécurité américaines disent les unes après les autres, l'Europe c'est moins important, l'avenir c'est l'Asie, et d'ailleurs on est trop empêtré, non pas dans l'Europe, mais dans le Moyen-Orient, une espèce d'annexe de l'Europe pour les États-Unis, et l'objectif c'est de se dépêtrer du Moyen-Orient, où on est toujours englué, on y retombe sans cesse. Et finalement, ce qu'il voudrait faire, c'est s'occuper sérieusement de l'Asie-Pacifique et être moins impliqué en Europe et au Moyen-Orient. Mais malheureusement, le Moyen-Orient les rattrape toujours, comme on l'a vu encore avec Trump et Gaza et l'Iran. Bon, ça c'est la toile de fond, la tendance lourde, si vous voulez. Puis sur cette toile de fond, vous avez les crises, les moments où ça se dispute dans la relation transatlantique. Un moment qui quand même préfigure un peu celui qu'on vit aujourd'hui, mais qui est d'une gravité beaucoup moins grande, c'est la crise de 2003 autour de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. On voit très bien qu'il y a à ce moment-là une différence assez fondamentale de tempérament. Souvenez-vous, les Américains, disait-on à l'époque, disaient un assez mauvais publiciste, mais peu importe, je ne le citerai pas, disait les Américains sont de Mars et les Européens de Vénus. On retrouve un peu de ça aujourd'hui, l'idée d'une puissance faible, un peu qui s'oppose à une Amérique virile et combattante, qui, elle, sait ce que c'est que les relations internationales, les relations fondées comme le dit aujourd'hui Trump dans sa doctrine sur la force, hein, c'est la paix par la force, l'ambition, le maître mot de la stratégie nationale de sécurité. Donc un peu une crise qui quand même évoque aujourd'hui la crise que nous traversons, mais celle-ci, à mon avis, a une différence, une dimension différente. Alors, je vais essayer de me justifier de ça rapidement pour dire qu'est-ce qui est différent. Ce qui est différent se situe à la jonction de la politique étrangère et de la politique intérieure.
C'est qu'on a une révolution de politique intérieure. Trump 2 ne ressemble pas à Trump 1. Et cette révolution, c'est qu'on a un président américain qui, pour parler en termes modérés, s'en prend au fondement du jeu démocratique américain. Je ne dis pas que ce n'est pas un démocrate, à sa façon, les populistes sont toujours un peu démocrates, ils cherchent à plaire au peuple, mais disons, l'équilibre des pouvoirs, les institutions, the rule of law, difficile à traduire en français, toujours the rule of law, mais enfin, disons, l'état de droit pour simplifier, euh, l'existence de checks and balances, la modération et le compromis, tout ça lui est complètement étranger. Le tempérament est un tempérament d'autorité, autoritaire, qui fait fi absolument de toutes les règles et de toutes les institutions. On a parlé de la stratégie nationale de sécurité, elle a été faite hors de toutes les règles habituelles de confection de ce type de documents par les États-Unis. Il n'y a pas de réunion au Conseil de sécurité, c'est trois types nommés par Trump. Tout est comme ça, si vous voulez, dans la présidence Trump, c'est à la fois la pagaille, l'arbitraire, le caprice et la vindicte. Et la vindicte comme principe politique. On n'a pas des adversaires en politique, on a des ennemis en politique intérieure. Et en politique internationale, on n'a pas non plus des partenaires. On a des gens vis-à-vis desquels on a une approche de vainqueur ou de perdant. Vous connaissez à l'ESCP, évidemment, on sait ce que c'est que le mercantilisme, cette conception du commerce international dans lequel vous n'avez que des gagnants et des perdants. Ce que l'un gagne, l'autre le perd, ce qui est évidemment contraire à toute la théorie moderne du commerce international, où il y a des gagnants des deux côtés. Bon, on sait ça depuis la nuit des temps, mais Trump ne le sait pas. Pour lui, il n'y a que des gagnants et des perdants. Et les interactions politiques, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et les Américains seront du côté des gagnants et les autres, c'est les perdants. C'est comme ça qu'ils résonnent, si vous voulez. L'interaction diplomatique par le biais qui s'appuie sur le droit, les institutions internationales, les traditions, etc. Tout ça lui est complètement étranger. Ce qui compte, c'est le rapport de force. Le rapport de force, la coercition, la vindicte, le cas échéant, et tout ça dans un chaos institutionnel et décisionnel abyssal. Euh, et sur cette toile de fond, où j'essaie, disons pour résumer, on essaye de caractériser la présidence Trump, avec la dimension autoritaire, et évidemment la dimension essentielle qui va avec la dimension autoritaire, c'est la dimension plutocratique, c'est-à-dire le conflit d'intérêts est partout, les affaires, c'est pas différent des affaires politiques, et d'ailleurs on le voit, il traite, Jared Kushner fait des deals avec le prince héritier, avec l'Arabie Saoudite, en même temps qu'on négocie, je ne sais pas quoi, la trêve à Gaza, enfin c'est absolument sidérant et ouvert à tous, l'obsession sur les ressources naturelles, les terres rares, que sais-je. Donc, vindicte et cupidité, c'est les deux maîtres mots de ce personnage. Alors, dans ce contexte, il y a un rôle particulier pour l'Europe. Le rôle particulier de l'Europe, si en tout cas on croit à la stratégie nationale de sécurité, mais moi je pense elle dit des choses qui reflètent assez bien l'état d'esprit américain d'aujourd'hui, c'est le bouc émissaire. L'Europe, c'est le bouc émissaire. Il représente tout ce que Trump déteste, ce pauvre bouc émissaire européen. Il représente une forme de civilité, de tradition dans la diplomatie, le refus de l'affrontement et même une certaine timidité, coupable d'ailleurs, peut-on ajouter, par rapport à la chose militaire, une tradition de puissance civile, la bureaucratie et les normes, une construction qu'il abomine, l'Union européenne, sur lequel on pourrait faire des citations de la stratégie de sécurité. Il n'y a pas de mot assez dur. Un mythe, une idéologie, dit-il, celle du changement climatique, qui est quand même un objectif essentiel des Européens et que l'Amérique de Trump a envoyé promener. Je ne parle pas des États, je parle du gouvernement fédéral et de Trump. Au niveau des États, ça reste un objectif important, mais disons, l'Europe représente tout ce qu'il déteste. En plus, c'est un peu une image de ce que l'Amérique ne veut pas devenir. L'Amérique elle est moins blanche, elle est ouverte à l'immigration, et l'ennemi de Trump, c'est l'immigration. Il a dit que son premier combat de politique étrangère, le premier sujet de sécurité, c'était l'arrêt de l'immigration. C'est ça. Et du coup, il dit dans la stratégie nationale de sécurité, mais c'est terrible, l'Europe va devenir minoritaire, les Européens vont devenir minoritaires en Europe. Mais en disant cela, il pense à lui, c'est-à-dire les États-Unis. Aux États-Unis, effectivement, en 2040 ou 2045, je ne me souviens plus de la date, les Blancs non hispaniques, comme ils disent là-bas,
seront minoritaires. Bon, c'est un fait. Et donc l'Europe représente tout ce que détestent les États-Unis et il y a une espèce d'acharnement anti-européen qu'on constate dans les attitudes de Trump. Alors, si ça doit durer, c'est la fin de la relation transatlantique. En tout cas, on le voit à travers deux dossiers où, euh, je crois, se joue l'avenir de la relation transatlantique. Je ne parle pas des dossiers commerciaux, je ne suis pas très compétent dans ce domaine, mais il y a au moins deux dossiers qui ont obligé les Européens à ce que les écailles leur tombent des yeux, si je puis dire. Le premier, c'est l'Ukraine. La séance du 28 février dans le bureau de Trump, enfin, a quand même montré une capacité de, disons, le goût pour l'humiliation des faibles, prendre le parti du plus fort, enfin, une attitude vraiment absolument répugnante, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a vu ensuite les Européens essayer de faire ce qu'ils pouvaient, de naviguer, de ne pas prendre Trump de front pour pas nuire à leurs amis ukrainiens, d'essayer de leur mettre un peu sur les rails. Ils y sont en partie parvenus. Enfin, ils ont fait, ils y sont en partie arrivés. Il y a eu quelques résultats engrangés de ce côté-là, mais il reste que la propension à traiter cette affaire comme une affaire où les intérêts des États-Unis n'étaient pas forcément impliqués, d'où ils voulaient se retirer, en tout cas pour lesquels ils ne voulaient plus payer, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'ils réussissent à faire payer les Européens pour les armements américains qui parviennent encore à l'Ukraine. Tout ça crée évidemment un choc pour les Européens et est un vrai test pour l'avenir de la relation transatlantique. Bon, le deuxième test, c'est cette idée bizarre, baroque, qu'a eu Trump de s'incorporer, si j'ose dire, le Groenland en disant mais non, mais il suffit pas qu'on ait des droits militaires là-bas, qu'on puisse faire ce qu'on veut, etc. Puis comme ils le font d'ailleurs en vertu d'un traité de 1951 avec le Danemark qui leur donne à peu près tous les droits, mais il dit mais en plus je veux le posséder. Voilà, donc c'est une idée bizarre de Trump de posséder le Groenland, mais enfin qui quand même joue un rôle extrêmement perturbateur dans la relation transatlantique, et si par malheur je veux dire, il incorpore sans base légale et peut-être même par la force le Groenland aux États-Unis, on peut dire que ce sera un séisme transatlantique de premier rang. Donc, euh, pour des raisons idéologiques, politiques, parce que cette présidence Trump ne ressemble à aucune présidence connue de l'histoire moderne des États-Unis, parce qu'elle est réellement il y a un levain antidémocratique, autoritaire je dirais, de mépris du droit et des institutions qui transparaît d'ailleurs de la même façon dans la politique étrangère de Trump. Et tout ça, c'est met au défi l'Union européenne et l'Europe, et d'ailleurs les Européens non membres de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne qui se sentent quasiment aussi menacés que l'Union européenne par ce phénomène. Donc, voilà, si vous me demandez mon avis, je pense que si ça se prolonge et si sur les sujets qu'on a évoqués, les tendances actuelles se confirment, je crois qu'on est dans une crise non seulement profonde, non seulement récurrente, mais peut-être terminale de la relation transatlantique. Merci Gilles pour ce premier propos. Joachim, comment est-ce que tu vois les choses? Gilles a dit beaucoup, ce que je devrais dire également, mais j'essaie de mettre quelques accents à cet égard. Pour moi, ce qui est intéressant de voir, c'est Trump, pour moi, c'est une tendance que j'observe d'aliénation entre l'Europe et les États-Unis depuis un certain moment. Lorsque vous regardez en arrière, la distance en matière de politique étrangère et économique comme de défense n'a pas commencé avec Trump, ni avec Trump 1, ni avec Trump 2. Et les deux derniers présidents américains qui ont accepté l'implication profonde en Europe et qui ont accepté la coopération également avec les Européens étaient George Bush senior et Bill Clinton. Depuis lors, même à l'époque, les deux nous demandaient déjà un engagement plus accentué. Souvenez-vous de l'ex-Yougoslavie, où nous étions divisés, on avait besoin finalement des Américains pour arrêter le conflit.
Ensuite, on a essayé de montrer le bon exemple, c'est l'Afghanistan. Pour moi, une intervention erronée, avec un mandat illusionnaire et un départ lamentable fin août 2021. Mais nous n'avons pas pris au sérieux ces tendances, même à plus long terme américaines, dans la politique américaine, d'une plus grande distance vis-à-vis de l'Europe. Prenez vos responsabilités davantage. Nous avons d'autres intérêts, d'autres priorités. Et pour moi, le fameux exemple a été ce discours de J.D. Vance à Munich au mois de février 2024, où il a ce que j'appelle condamné toute la construction européenne. Et lorsque j'ai lu dernièrement les 28 points sur l'Ukraine, Gilles, élaboré plus ou moins par les Russes et un petit peu aidé par les Américains, j'ai découvert ce point extraordinaire que l'Ukraine entrera en 2027 dans l'Union européenne. Magnifique, un cadeau empoisonné par excellence, américain et russe, pour détruire finalement l'intégration européenne que les deux n'aiment pas du tout et qu'ils considèrent comme une menace. Tout à fait, je dirais, clair cette fois-ci. Les Américains, jusqu'à présent, ont été assez réticents de parler ouvertement dans ce sens, je dirais, avec nous, contre nous. Mais ajouter à cela toute notre relation économique et financière, je pense toujours, où j'ai mal digéré l'échec des grandes négociations TTIP et TAFTA entre 2010 et 2019, finalement fini par Trump 1 et déclaré comme obsolète et non pertinent par la Commission européenne. Or, mon rêve à l'époque, si vous voulez, a été un nouveau pacte transatlantique par une zone de libre-échange transatlantique pour faire face au rôle grandissant à la Chine, ce qu'on appelle le Global South en plus, ou d'autres. Mais réaction européenne, quasi zéro. Nous sommes restés à la défensive, à l'échelle européenne, ont observé avec de grands yeux ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà pendant la période Obama, comme dans la période maintenant, Trump. Et euh, j'ai une simple thèse aujourd'hui. Européens, réveillez-vous enfin. Ça ne veut pas dire une fin de la relation transatlantique. Devenez adultes finalement et changer la relation vers une relation qui puisse tenir à long terme. Les États-Unis sont, pour moi, comme la Chine, mais pas à équidistance, un partenaire et allié, deuxièmement un concurrent et un rival. N'oubliez pas. Et à partir de ce constat, l'Europe devrait développer nos politiques suivant nos intérêts vitaux dans les différents domaines euh, étrangères, économiques et de défense, et discuter ce sujet ensuite avec nos amis américains en toute franchise. Et nos amis américains ont, vis-à-vis de l'international, toujours eu une vue différente à celle des Européens à cet égard. Gilles, tu as mentionné l'état de droit. Pour les Américains, c'est autre chose que pour nous. J'ai été, par exemple, pendant une bonne dizaine d'années, pour Veolia, le garant aux États-Unis, et au cas où des actions concrètes de nos services violaient le droit américain, moi j'aurais été le premier à attraper et à mettre en prison. Et à l'époque, j'ai été 10 ans sans aucune protection valable ou même engagée de la part de la France. J'ai défendu une société française, mais la défense de ce point d'extraterritorialité n'a intéressé personne, sauf en théorie, à Sciences Po et environ, mais pas du tout de la politique pratique. Et lorsque je regarde la situation actuelle, et mes amis américains me disent ouvertement, ce papier de la sécurité nationale est peut-être pas très bien écrit, c'est un texte composé, différents auteurs, du moins trois.
Il y a quelques contradictions, mais cela reflète au fond la perception actuelle de tout ce qui est sécurité nationale aux États-Unis, y compris la chaire des nouvelles doctrines par la Monroe, qu'on appelle déjà Monroe, si l'on veut. Et les Américains développent de nouveau une conception que j'appelle ancienne et nouvelle vis-à-vis du continent américain et même allant au-delà du continent américain. Euh, ça, je suis même je suis assez réservé d'avoir un débat dans ce contexte sur le Venezuela et le droit international. J'ai lu une série de différentes vues, y compris par des grands du droit international, qui allaient jusqu'à la conviction que l'acte des Américains était défendable et quelque chose d'inimaginable encore sur le continent européen. Chers amis européens, réveillez-vous et réfléchissez finalement sur notre attitude face aux Américains. Euh, Ce qui me rend profondément préoccupé, c'est justement cette incapacité européenne de reconnaître les tendances américaines et d'en tirer les conclusions. Mais lesquelles? Et j'avoue, mon message aux Américains, en tant qu'Européens, serait relativement simple. Un, nous souhaitons également dans le futur une relation étroite entre l'Europe et les Américains. C'est valable pour le commerce et les investissements. C'est aussi valable pour la politique internationale et de sécurité. Deux, ça inclut la défense, où les Européens prendraient progressivement d'ici 5 ans une responsabilité primordiale, ce qu'on appelle l'Europe de la défense. Trois, notre souhait, évidemment, c'est de maintenir la liaison et le soutien des Américains en cas d'attaque extérieure, voire de coopération dans des crises internationales. Quatre, nous prenons en même temps l'engagement de consulter l'allié américain en matière d'intervention des forces européennes vis-à-vis de l'extérieur. Je vous dis franchement, oui, j'ai été toujours en faveur de cette idée de consultation mutuelle parce que, en tant qu'Américain, je ne voudrais pas être appelé au secours lorsque les Européens ont mal calculé leur intervention. Gilles, tu te souviens du cas, ce que j'appelle Sarkozy et Cameron en Libye. Et après 2 jours, on avait besoin de munitions américaines au sein de l'OTAN pour aider. Et évidemment, ça implique que les Européens lancent sans délai, quelque part, la mise en œuvre d'une défense européenne, dès le départ avec ce qui est décisif chez les militaires, un centre de commande, headquarter, piloté par un Européen. Ça nécessite un état des lieux en fin compte sobre de nos armées, de leur armement et des possibilités d'approvisionnement en Europe et la constitution d'unités communes. Et ça présupposera également un débat interne en Europe sur le nucléaire français et anglais. Et un développement parallèle devrait avoir lieu pour moi également pour la politique étrangère et la politique globale. J'avoue, nous avons démontré ces 20 dernières années que l'idée de la PESC, ce qu'on appelle la PESC, la politique étrangère de sécurité commune européenne, comme on l'a conçue, du haut représentant, est un raté européen et un créateur d'illusions européennes. Du coup, à revoir. Alors la question claire est qui devrait lancer un tel débat d'une nouvelle grande structure européenne politique visant la défense, mais également la politique étrangère et le positionnement global. À mon avis, en tout cas, pas la Commission européenne, ce n'est pas son domaine de compétence, mais un groupe d'États membres prêts à aller dans cette direction, ce que j'appelle les E3, en particulier comme membres de l'Union européenne, la France et l'Allemagne,
évidemment avec les Anglais comme associés, mais je pense qu'il faut y intégrer aussi les amis italiens et les Polonais avec le soutien des Benelux et des Scandinaves. Ça, pour moi, il y a urgence à cet égard. Euh, Ukraine, cher Gilles, moi je crains la situation où Trump perd l'envie de négocier avec un Poutine qui n'a pas envie de négocier, qui a envie de continuer, sauf s'il trouve ce que j'appelle un moyen économique très fort pour que Poutine s'engage. J'y ai toujours des doutes jusqu'à présent, et qui perd l'envie, et que Poutine lui signale, OK, je suis d'accord ce que tu fais en Amérique, mais laisse-moi la paix ici en Ukraine, et ce sera la paix. Et malheureusement, ce que je regrette profondément, les Européens ont raté toutes les possibilités pour éviter cette guerre, qui était évitable pour moi, jusqu'en 2019, même en 2021 encore. Je regrette profondément ce que j'appelle cette attitude extrêmement défensive du côté européen. Quelques mots, un mot sur le Groenland. Hein. Euh, on redécouvre le Groenland. Je trouve ça c'est étonnant, cette région danoise autonome, évidemment région stratégique importante pour des raisons économiques et militaires, surtout les terres rares qu'on on a du mal encore à exploiter, vu les températures. Mais peut-être on aura les technologies dans le futur, mais évidemment, une région importante pour le contrôle de l'entrée de l'Atlantique. Et ce qui est pour moi intéressant, que Trump s'intéresse à ce territoire sans penser à une seconde à des efforts conjoints qui sont en route au sein de l'OTAN par les amis britanniques et les Norvégiens, qui sont en train de lancer un projet qu'ils appellent CABO, drôle de nom français si l'on veut, pour un système de drones et de capteurs sous-marins pour contrôler toute cette partie entre le nord des îles britanniques jusqu'au Groenland. C'est-à-dire pour contrôler l'entrée, évidemment pour contrôler qui? Ce sont les sous-marins russes, c'est clair, et en même temps pour aussi contrôler les Chinois qui opèrent de plus en plus dans cette région du monde. Reconnaître sa stratégique. Bien, c'est une région malheureusement négligée quelque part par les amis danois pendant des années, par nous également. Qu'est-ce qui pourrait, quelle pourrait être une offre européenne convaincante aux yeux de Trump? Moi, c'est ce que j'appelle une association entre les Américains et les Danois, avec le Groenland comme zone commune de défense et d'exploitation économique, mais accompagnée par un engagement, je dirais, musclé européen, ce que mes amis américains me conseillent, c'est-à-dire une offre qui devrait impressionner Donald Trump. Et j'ajoute à ça, ce n'est pas un avion de reconnaissance maritime, un Poseidon allemand, comme proposé par le ministre des Affaires étrangères allemand, qui ferait le poids vis-à-vis de Trump. Je pense qu'il rigolerait plutôt. Et sa visite à Washington n'a eu aucun résultat à cet égard. Mais européen aussi à cet égard, faites comprendre à Trump, un, c'est une région de l'OTAN, deux, c'est une région d'un État membre. Trois, on est tout à fait convaincu de l'importance stratégique. OK, on fait participer les Américains comme les Européens à l'exploitation aussi économique de cette île, parce que sinon, une intervention militaire américaine détruirait en tout cas les bases communes de l'Alliance. Et évidemment, ce serait un cadeau, une invitation magnifique pour les Russes de se dire, bien si les Américains opèrent comme ça, nous pouvons aussi opérer comme ça sur certaines régions limitrophes de l'OTAN et de l'Europe. Et c'est pour ça, Américains, faites attention à ce que vous faites. C'est pour ça que ce qu'on a besoin pour moi, c'est d'avoir à partir français, allemand, anglais au départ, avec les Américains, un autre dialogue. Un dialogue de fond sur le futur de nos relations qui couvre évidemment l'économie,
Je trouvais le débat sur des taxes de part et d'autre au bord du ridicule. C'était pour moi pas un débat sérieux, ni de la part de la Commission, ni de la part des Américains. En plus, les Américains nous menacent, nous, les grands, je dirais, administratifs, voire régulateurs européens, qui menacent les GAFAM. Attention, là, il y a un potentiel dangereux. Nous devons trouver une voie pour régler ce conflit potentiel et trouver vraiment ce qu'on appelle une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis dans le futur. Pour moi, c'est la vision économique qui est importante, même pour un certain Trump. Et en même temps, il faut trouver un dialogue, ce que j'appelle sur les affaires globales, qu'il faudrait développer avec les Américains et trouver une nouvelle forme de l'OTAN où les Européens prennent leurs responsabilités, mais où les Américains, comme alliés, ne disparaissent pas entièrement. C'est un défi qui s'adresse à des véritables leaders européens. On a quelques problèmes à cet égard, j'avoue, je sais, mais dans des situations d'urgence, bien, il faut mobiliser toutes les forces. Autrement, on risque d'être témoin, ce que je le vois, ce que mes enfants m'envoient par Internet, ce qui circule, c'est la carte du monde euh, avec une division entre Américains, Chinois et, et les Russes. Et l'Europe, on la cherche, on ne la trouve pas. On est en train de partir au second rang, troisième rang, et on n'arrive plus à retrouver notre forme. Or, c'est notre intérêt vital de ressurgir. Merci. Merci, merci Joachim. Je crois que vous rejoignez tous les deux le même constat hein, par rapport à la situation de trouble dans laquelle la relation, ou de crise dans laquelle la relation transatlantique se trouve. Joachim a avancé un certain nombre de pistes et de réflexions, donc j'aimerais bien vous relancer un peu là-dessus, en prenant aussi quelques questions ou remarques qui sont faites dans le chat sur le fait, est-ce que l'Europe a le poids pour pouvoir véritablement peser en termes économiques, en termes de défense? Est-ce qu'elle ne devrait pas envisager une diversification stratégique de ces alliances? Quelqu'un évoque le Japon, l'Inde ou l'Australie. Il y a évidemment la question de l'unité européenne. Est-ce que ce que propose Joachim sur une convergence du E3 avec peut-être aussi quelques autres pays un peu noyaux ou moteurs dans l'Union européenne peut se réaliser? Moi, j'ai un peu l'impression quand même que sur le dossier des garanties de sécurité à l'Ukraine, qui disent qu'il y a eu 15 réunions de la coalition des volontaires, tout dernièrement à Paris, il y a eu quand même une bonne unité européenne, un travail commun qui a été mené. Il y a eu un peu un rééquilibrage par rapport justement, les Européens ont réussi une forme d'influence hein, sur Trump par rapport à sa position initiale sur l'Ukraine et sur la Russie. Il y a aussi le problème des pays qui, dans l'Union européenne, sont un peu souverainistes et risquent de rejoindre un peu les positions trumpiennes. Est-ce que de ce côté-là, il y a aussi un peu un risque? Voilà. Donc, je vois qu'on pourra prendre d'autres questions. Hein. Il y a probablement d'autres questions possibles, mais je vais peut-être vous relancer. Peut-être Gilles en premier aussi, en réaction à ce que propose Joachim. Est-ce que vous êtes un peu sur la même ligne? Il y a beaucoup de sujets où je suis tout à fait sur la même ligne. J'ai été très sensible à ce que Joachim a dit sur la nécessité de comprendre ce à quoi on a affaire. Il faut commencer par là, essayer de comprendre ce à quoi on a affaire. Euh, et je crois qu'on a face à nous, bon, cette longue dérive ou ce long étiolement qui est d'ailleurs dans l'ordre des choses, des relations stratégiques transatlantiques, mais on a un phénomène nouveau, qui est un phénomène révolutionnaire, un phénomène qui rend très difficile l'organisation d'une réponse européenne, malheureusement.
La première chose qui me semble, c'est qu'il faudrait, je reviendrai sur le sujet où je peux parler un tout petit peu, la question de l'organisation d'une sorte de noyau de défense européen pour essayer de rééquilibrer un peu la relation. Euh, je, je- je crois qu'on a affaire à un pouvoir américain très particulier qui vraiment voit dans l'Europe ce qu'il ne veut pas devenir, l'érige en bouc émissaire, je l'ai dit, en contre-modèle, euh, et, et se propose quand même de subvertir assez largement et le projet européen d'une certaine façon, la démocratie européenne. Enfin, quand je vois des signes euh, officiel, extérieur, de soutien à l'AfD de la part de l'administration Trump, mais dans quel monde vit-on? C'est un parti dont l'Office fédéral de protection de la Constitution se demandait s'il fallait pas l'interdire il y a encore quelques mois. Je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs. Mais ouais, c'est un parti où la virulence et l'extrémisme, je crois, toute proportion gardée, est quand même beaucoup plus important que celui du Rassemblement national, et qui est hautement inquiétant. Et les Américains, en ce moment, le Ah, soutiennent. le On problème, a un beaucoup degré de l'extrême, hein, Gilles. Beaucoup plus à l'extrême. beaucoup plus. Et donc, on a le soutien de la démocratie américaine à ce parti est quand même consternant, consternant. Donc, on a affaire à quelque chose de très dur, si vous voulez, face à nous. Alors, la moindre des choses, je pense, ce serait d'occuper au moins le champ idéologique et politique. Je veux dire, ça coûte rien de se défendre sur ce plan-là. Et sur ce plan-là, l'inhibition européenne est totale. Moi, je trouve que les gens, il faudrait un contre-discours de la Wehrkunde. Le discours de Vance, très bien, c'est la référence de l'offensive anti-européenne. Ben, il faudrait qu'il y ait un discours symétrique qui démonte ces arguments. Mais Gilles, sauf, nous devons quitter notre naïveté des derniers 20 ans. Moi, je trouve les Européens, on a assez bien géré la première rupture avec la fin de la guerre froide, à partir Mhm. de 1990. Les premières 10 ans, on a assez bien géré la rupture. Mhm. Ensuite, on n'a pas su compléter l'union économique et monétaire, ce qu'on aurait dû faire. On avait perdu l'élan quelque part. On aurait dû le faire, absolument. Mais là, on a perdu l'élan. Il y a eu quelques réformettes de part et d'autre, mais ensuite fini. Et on est resté ce que j'appelle en politique internationale sur une ligne que je juge très naïve, quelque part, idéaliste, on pourrait le dire aussi. Regarde, les Allemands ont fondé leur entrée dans la coalition en Afghanistan avec l'idée de moderniser l'État d'Afghanistan avec le droit égal femmes et hommes, le droit des filles à aller à l'école, etc. Des Russes qui ont été avant en Afghanistan m'ont dit, vous êtes totalement illusionnaire à cet égard, avec raison, quelque part. Hein. Et, on a suivi ça pendant ce que j'appelle des années. Par exemple, je prends l'autre sujet où je comprends quelque part les Américains. Les Américains essaient de regagner le contrôle dans le domaine de l'immigration et de la sécurité intérieure. Ils ont perdu le contrôle dans les deux. J'ajoute, comme les Européens, je regrette. Il y a un domaine où mon cher chancelier Kohl n'a pas atteint ce qu'il voulait atteindre, c'est avoir une coopération efficace en matière de police en Europe, et deux, avoir une immigration contrôlée en Europe. On n'a pas atteint, je regrette. Du coup, on a perdu le contrôle, et c'était l'invitation, si tu veux, aux extrêmes en Europe. Et depuis lors, on cherche, d'où l'accusation de J.D. Vance à Munich il y a un an. Et je pense qu'il va le répéter. Hein. Et nous, Alors, Européens, et nous ne comprenons pas, et ça, mais regarde, lorsque je regarde la liste des sujets américains, et je prends un qu'on ne mentionne pas du tout en Europe, c'est l'Afrique. Moi, j'ai été témoin
que les Américains ont changé un petit peu leur législation face à l'Afrique. Les ambassades américaines en Afrique ont reçu une instruction simple et claire. Nous vous soutenons dans tous les efforts. Vous devez soutenir l'industrie américaine dans tous les efforts de gagner des terres rares, des minéraux, etc. en Afrique. Et pour ça, vous êtes exempté entièrement de toute législation américaine en matière de corruption. C'est un changement de fond des Américains en Afrique. Et nous, on regarde de loin ce qui se passe en Afrique sans bouger. On est toujours sur notre ancienne ligne quelque part, qui est une ligne, ce que j'appelle de développement, et où on essaie de faire comprendre aux Africains quelle serait la bonne voie à prendre, au lieu de réfléchir profondément sur notre politique en Afrique. On aurait dû commencer avec ça lorsque les Chinois sont arrivés ou les Russes. Mais les Américains bougent là de manière profonde. Regarde Cuba. Moi, je me demande ce qu'il va faire prochainement Cuba, ou bien en Iran. Nous regardons avec de grands yeux, consternation, ce qui se passe en Iran. Attention, ce que Trump a annoncé ce soir. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vide ou il y a quelque chose en route? Et- Ça pose une question. Pardon. oui. C'est- Pardon. Non, non, mais ces exemples posent une question qui est fondamentale et à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais c'est intéressant à travers ces quelques exemples, tu l'aies posé. Euh, Est-ce que la bonne façon de s'opposer à Trump, c'est de lui ressembler? Ça, c'est une vraie question. Oui. Nous, on pense le contraire sur plein de sujets. Je ne parle pas de l'immigration. Il y a un besoin, il est clair que le sujet de l'immigration est central dans la crise mondiale Mm. des démocraties développées. Bon, ça c'est tout à fait clair. Il y a une réponse à trouver qui ne passe pas par j'espère, par les excès de l'ICE et la constitution de ce Entièrement d'accord. camp de détention absolument hors de tout contrôle juridique sérieux au milieu des crocodiles en Floride. Je dis ça sans rire, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense les Européens doivent en effet répondre, mais je pense qu'ils doivent répondre sans ressembler à Trump. Et ils doivent dénoncer ce qui, dans les attitudes de Trump, Est-ce qu'on a l'extraterritorialité développé une telle autre, politique? Non. est inacceptable. On n'a pas développé une telle politique alternative à Trump. On n'a pas. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour revenir à la pour revenir au cadre, je trouve que Maxime a raison. Il faut partir de ce qui existe. Ce qui existe, c'est qui se consolide. Il faut que ce soit un peu plus large que les trois grands Européens. Il faut qu'il y ait. Je trouve que la coalition des volontaires, c'est pas mal. C'est un assez bon format. Ils ont fait une très bonne déclaration sur le Groenland. Je ne sais pas si ça servira à grand-chose, mais enfin, ils ont dit ce qu'ils pensaient pour une fois. Ça m'a paru déjà un début. Et je pense que c'est un bon format. C'est un format dans lequel on pourrait essayer essayer de faire quelque chose. Alors, le malheur, et puis j'arrête là parce que je ne veux pas trop parler, c'est que dans tous les motifs de dépendance à l'égard des États-Unis, et ce que montre Trump, c'est qu'il n'hésite pas à jouer de tous les leviers, même les plus inattendus. Il y a malheureusement les deux principaux aujourd'hui, c'est la finance et la technologie. Et que les sept miracles, entreprises miracles américaines qui tirent la croissance, la bourse et les profits américains, la puissance de ces organisations, l'absence totale d'équivalents comparables en Europe, crée du côté des États-Unis à la fois une rente financière, qui d'ailleurs entretient la corruption aux États-Unis, une forme de corruption politique, enfin qu'on sent très bien dans l'attitude de Trump, l'alignement de toute la Silicon Valley qui était démocrate sur Trump aujourd'hui, bon, on voit comment ça marche. Mais on voit aussi, si on pousse un peu le raisonnement, l'extraordinaire capacité de pression que représentent les prouesses technologiques réalisées par ces groupes. Et nous Sans finançons, nous, cloud américain, l'économie européenne ne fonctionne plus. Nos moyens de paiement, tout cela. Il y a une dépendance qui est structurelle, qui est peut-être plus importante que la dépendance militaire oui, aujourd'hui. et nous, Gilles, Européens, nous finançons en partie ce que j'appelle ce renouveau ou ce miracle peut-être économique américain. Nous Bien le sûr. finançons par notre épargne, qu'on n'investit pas en Europe, faute d'accomplissement de l'Union économique et monétaire européenne.
Et c'est ça ce qui est choquant davantage. Je Mais Sinon, suis d'accord. qu'est-ce qui pourrait être fait là-dessus, alors justement, en termes, parce que on a dit l'Europe doit être souveraine numériquement, on l'a dit en 2019, on a fait des régulations, on a Draghi et l'État rejeté. nous ont décrit la recette pure et simple. Il faut simplement la mettre en œuvre et ça, on n'a pas le temps d'avoir des années pour cela. Il faut le faire. Il y a deux choses à faire, hein, si je peux me permettre de donner une réponse de non-économiste à un problème qui est intrinsèquement économique. Il faut augmenter les dépenses de recherche et de développement européennes. Elles sont inférieures aux recherches américaines, aux dépenses américaines. Il faut financer plus les universités, etc., etc. Et il faut faire l'Union européenne des marchés de capitaux. C'est aussi Oui, simple que ça. Qu'est-ce qui fait que les Américains ont pu financer toutes ces entreprises incroyables? C'est la supériorité de leur modèle financier qui permet de faire coïncider l'innovation et le financement. Et ça, et il ça suppose faut, l'unification des marchés de capitaux et du système financier européen. Et ça, c'est dans les cartons. C'est quelque chose qu'on peut faire euh, et il qu'on se faut, refuse à faire jusqu'à présent. et il faut être conscient de ce que j'appelle du réflexe américain à l'égard de l'innovation et de la recherche. Ils prennent des risques. On appelle ça là-bas venture capital. Et Oui. en Europe, on appelle ça risk. Et risque, ça veut dire on est risk averse, comme on dit en anglais. En Europe, on n'ose pas. Et notre recherche est plutôt ce que j'appelle une recherche administrée. Je suis membre d'une initiative européenne depuis 8 ans où on essaie d'ouvrir le débat européen, de copier un petit peu les méthodes américaines du passé qui ont mis les Américains en tête de la recherche et de l'innovation. C'est l'initiative JEDI et on n'a pas réussi parce qu'on est bloqué par ce que j'appelle ce conservatisme extrême européen et par le conservatisme de nos institutions de recherche. On est bloqué quelque part. Et des patrons industriels m'ont dit de manière très ouverte, on aimerait bien, mais on n'ose pas le faire. Ça, c'est l'Europe, malheureusement. Et l'autre aspect, je vous donne l'exemple, nous avons fait une action, ce que j'appelle de sauvetage et de crise entre 2007 et 2010 pour sauver 4 pays en Europe. Nous avons créé une certaine institution et mon idée était à l'époque, bien, ça c'est le premier pas pour créer un fonds monétaire européen. Pas, se- Pas seulement suivre le Fonds monétaire international, mais un Fonds monétaire européen qui ne répète pas toutes les fautes du Fonds monétaire international et des banques régionales et internationales, mais qui a une autre approche, je dirais, plus européenne, mais jusqu'à maintenant, rien. Je regrette. On est comme si on avait peur de ces sujets. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Gilles. C'est, les Européens doivent, ce que j'appelle, se doter d'une certaine conception que j'appelle entière pour le futur des continents. Et il y a pour ça des politiques essentielles, oui. Hein. Évidemment, c'est l'économie, c'est le monde éviter la fuite des capitaux, avoir une véritable union à cet égard. Et c'est évidemment, ça inclut la recherche, ça inclut la défense, ça inclut des efforts où on n'ose pas faire le premier pas, pour moi. On n'ose pas. Moi, j'ai été questionné dernièrement dans une télévision étrangère, mais qu'est-ce que vous ferez pour un premier pas? Et ma réponse a été oui, je déciderai de créer demain, 1er février, ou ben, c'était pour moi le 1er janvier, notre European Headquarter pour la défense européenne. J'utiliserai Strasbourg, le corps européen, comme base. Et je nommerai un général européen à sa tête pour gérer ces futures entités européennes. Et j'ai ajouté quelque part que j'ai mentionné. Et jusqu'à présent, c'est comme si on avait peur du sujet. L'OTAN, dans sa forme classique, il ne faut pas totalement l'abolir, non. Il faut garder qui est tenable, mais pour le reste, s'il vous plaît, Européens doivent se réveiller, enfin. Là, ta Et position, Joachim, est pas toujours la position allemande.
Non, je sais. Euh, Les Parce que Allemands, les Français les ont toujours Allemands, poussé pour une Europe de la défense plus mais, mais, indépendante. mais Maxime, les Français, il y avait toujours une suspicion face aux Français, que les Français voulaient faire bande à part. Et de l'autre côté, les Allemands, fidèles à l'OTAN, leur réflexe a été toujours l'Alliance Atlantique. Si tu parles avec un officier allemand, son premier réflexe, à tout égard, est l'OTAN. Mais ce n'est pas le réflexe de l'officier français, s'il en veut. Et on n'a pas fait assez d'efforts depuis le retour de la France dans l'intégration de l'Alliance, sauf dans le domaine nucléaire, et on n'a pas fait assez d'efforts vraiment pour développer ce que j'appelle les réflexes européens des uns et des autres. Je regrette. Les Allemands se réveillent maintenant, ça commence, ça vient. Mais il faut savoir une chose, s'il te plaît. L'Allemagne, depuis, dans les années 90, nous avons essayé de normaliser militairement l'Allemagne. Bien, il y avait des efforts, on avait des obstacles, même constitutionnels, institutionnels, dans les bancs des tribunaux. On a essayé. L'Afghanistan a été un second pas, mais depuis lors, les Allemands rêvent un petit peu de toujours vivre, ou à rêver, de vivre dans cette zone de paix éternelle, s'il en veut suite à la réunification. Et les Allemands ont dû se réveiller de manière assez brutale par différents événements le long des années. Ils se réveillent, mais ce qui manque aux Allemands, Friedrich Merz a du mal à avoir, pour des pas courageux, une majorité au sein du Bundestag allemand. C'est ça Hmm. qu'il faut savoir. Chez Mm. les sociodémocrates allemands, en réalité, s'il y avait un vote secret demain, Klingbeil aurait eu du mal à s'assurer d'une majorité pour une politique de défense, je dirais, à la française, s'il en veut, ou à l'anglaise. Ils auraient du Donc mal. il y a quand même encore du travail à faire chez nos Il y a partenaires. du travail Je à parle comme faire. français. Exactement, il y a du travail à faire. Alors, je voudrais prendre deux questions du chat pour vous lancer un petit peu, pour qu'on puisse un peu prendre les questions de tout le monde. Alors, il y avait deux questions différentes. Une première question liée à l'attitude européenne par rapport à Trump. Gilles disait qu'il fallait que les Européens occupent aussi le champ idéologique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, devant l'interdiction de visa faite à Thierry Breton? Est-ce qu'il y a des mesures que les Européens devraient prendre pour, voilà, pour s'affirmer face à la politique trumpienne. Deuxième question, c'est sur l'évolution des États-Unis. Bon, vous êtes tous les deux finalement assez pessimistes, mais il y a quand même une question qui est, est-ce que, compte tenu de son comportement, peut-être même de ses erreurs, est-ce qu'on peut envisager une sorte de réveil de l'opinion américaine chez les républicains, peut-être aussi chez les démocrates, forcément? Est-ce que vous voyez quand même des signaux d'espoir? Gilles? Alors, sur la première question, moi, je pense il faut pas hésiter, il faut pas hésiter à prendre des mesures comme des interdictions de circuler sur le territoire européen à l'égard des extrémistes européens américains les plus dangereux. Il y en a. On le- il y a des mouvements tout à fait insensés, extrêmes dans la nébuleuse MAGA. Je vois pas pourquoi on interdit on interdit à certains, à des extrémistes israéliens, y compris des ministres, d'ailleurs aux États-Unis, comme en France, l'accès au territoire, on l'a fait. Je vois pas pourquoi on n'interdit pas à certains Américains. Donc il y a pas à mon avis, ça c'est des choses qu'il faut pouvoir faire sans hésiter au titre de la réciprocité. Alors sur le réveil, ça c'est la grande question. Trump est-il la prolongation caricaturée de tendances inéluctables? Ou bien est-ce qu'il y a une dimension Trump et une dimension MAGA, Vance, tout ce qu'on veut, qui peut reculer? Alors, si vous voulez, ils font de la politique intérieure chez nous. Ils soutiennent l'AfD, ils voient monsieur, ils dressent un piédestal pour Orban, ils interviennent dans les processus électoraux en disant voilà notre candidat, etc., etc. Bon, je vois pas ce qui nous empêche de faire la même chose. Je trouve qu'on devrait être plus allant sur ce plan, puisqu'après tout, aujourd'hui, ils font de la politique étrangère comme ça. Je pense qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Je sais pas si c'est
d'ailleurs un grand bénéfice pour les démocrates d'être soutenus par les Européens, je n'en sais rien. Je pense qu'il faudrait parler plus à l'opposition démocrate. Alors, il y a quand même les bons observateurs des États-Unis, moi j'en suis pas un, mais je les écoute, disent qu'il a de fortes chances de perdre au moins la Chambre. Alors, peut-être pas le Sénat, mais quand même, les midterms vont être une épreuve. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, en relation avec son souci de montrer le drapeau dans des expéditions relativement faciles comme le Venezuela et le Groenland. C'est un jeu qui, tant qu'il n'implique pas de perte ou de difficulté du côté américain, peut être payant du point de vue électoral. On galvanise facilement le nationalisme américain. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer et qu'il faut aussi que les Européens n'ont aucune raison de se priver. Il faut qu'ils travaillent avec l'opposition à Trump, puisqu'il nous met en cause aussi directement et de façon aussi incivile par rapport aux usages diplomatiques traditionnels. Non, mais Gilles, entièrement d'accord, mais il ne faut pas hésiter même de parler, ce que j'appelle avec les Trumpistes. Il faut intensifier même le dialogue avec eux, parce que mes amis américains me disent, attention, un noyau dur va rester de ces politiques, mais il va devoir corriger certains aspects avant, at- in time, before the midterm elections. Ça veut dire au plus tard ce printemps, fin de printemps, il doit corriger certains aspects. Bien, on peut essayer de l'influencer dans ce sens pour réduire certains extrêmes. Mais je regrette, il a été élu, les Européens ont attendu le contraire, à tort. Les Américains m'ont toujours dit depuis le mois de mai, ce sera Trump 2 et pas Harris. C'était clair pour eux. Mais les Européens pensaient toujours ce serait Harris, à tort. Du coup, bien, essayons d'influencer petit a les Trumpistes, le gouvernement américain, et maintenant un dialogue étroit aussi avec l'opposition américaine que je trouve pour le moment nulle part politiquement. Je fais Attention. juste une parenthèse, je suis entièrement d'accord, il faut toujours parler, il faut toujours essayer d'influencer. Je me demande quand même s'ils sont prêts à discuter à ça. On apprend on apprend la décision dans le journal, le fruit des conversations semble quand même extrêmement limité. Ça me rappelle une période qu'on a connue, c'est le lendemain de l'Irak. Au lendemain de l'Irak, les canaux de négociation avaient été à dessein coupés. Alors, ça, c'est pas la vindicte américaine envers nous qui fait que les canaux sont pas ouverts, c'est la pagaille américaine. Il n'y a plus de processus de décision de politique étrangère organisé avec tu sais comment ça marche, les assistants, les principals, ensuite ça remonte au Conseil de sécurité. C'est un processus normalement très formalisé et assez organisé, le processus de décision américain. Aujourd'hui, c'est une pagaille totale. Donc, comment on s'insinue là-dedans, avec qui on discute, c'est pas si simple. Mais je suis d'accord sur le principe, il faut évidemment le faire. Et puis aider aussi les républicains raisonnables. Il en reste quelques-uns, ceux qui sont pas rééligibles et qui n'ont pas peur. Donc, Trump leur colle un candidat dans les pattes si jamais ils obéissent pas au chef. On peut discuter avec eux. Il y a des gens avec qui on peut discuter, il faut le faire, bien sûr. Mais ça ne doit pas être facile d'être ambassadeur à Washington en ce moment. Non, mais Il y a eu quand même, comment vous jugez tout ce processus qu'on a mené depuis le mois de février avec l'Ukraine, en discutant avec les Américains, en empêchant les Américains de vouloir forcer la paix avec les Russes, en défendant les positions ukrainiennes, en mettant sur la table des garanties de sécurité. C'est quand même un exemple où les Européens ont eu de l'influence, ont su parler à l'administration Trump et peut-être même à la faire changer d'avis quelque part. Oui, il y a un risque. Je dis un mot, puis je laisserai qui me répondre, mais je dis un mot. Il y a un risque quand même. Parce qu'à la fin, Poutine en a tiré une conclusion, c'est que c'est nous qui sommes les fauteurs de guerre, hein. C'est nous qui faisons échouer la négociation. C'est un argument qui porte d'abord chez les ennemis de l'Ukraine dans les opinions européennes, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche disent oui c'est vrai, Macron veut la guerre, hein, vous entendez ça, et ça porte aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les plus excités des anti-ukrainiens, ben, des gens comme Vance, justement, commencent à dire mais finalement, les Européens bloquent la paix, bloquent le processus, donc il faut faire attention. Je suis d'accord qu'on a réussi à redresser un peu les choses, mais ça risque d'être une victoire temporaire, d'une part, et d'autre part, Trump se gênera pas pour nous faire porter le résultat de l'échec de sa négociation si elle échoue.
entièrement d'accord, Gilles. Je vais même plus loin. Veillons exactement comme sur les positions que nous défendons, parce que les Américains nous observent exactement. Ils savent très bien des jalousies ou des envies entre Berlin et Paris et mutuelles. Ils savent très bien, connaissent bien la faiblesse du gouvernement britannique. Ils connaissent bien, du coup, une coordination, ce que j'appelle permanente, entre ce que j'appelle les trois protagonistes, les trois, le noyau dur de cette coalition des volontaires, c'est une importance primordiale. C'est un nouveau système, quelque part, de politique étrangère et de coordination qui se pratique là. Hmm. Et ça, Européens, Français, Anglais, Allemands, prenez cela très au sérieux, gardez le contact évidemment avec les Américains, mais restez, s'il vous plaît, liés ensemble. Même, Maxime, j'avoue, suite au briefing que j'ai eu sur cette force à stationner éventuellement en Ukraine suite à une solution de paix, j'avoue, et là, c'est l'ancien conseiller militaire du chancelier qui parle, j'étais extrêmement sceptique. Pas seulement parce que les Russes vont absolument refuser une présence franco-anglaise sur le Dniepr, en Ukraine, mais attention, soyons réalistes à cet égard. Et en plus, pour moi, c'est un argument. Une fois les Russes disent non, les Américains nous diront, mais on vous l'a dit dès le départ, Hmm. soyez pas irréalistes. Mais de l'autre côté, ce qu'on a fait autrement, euh, en faveur de la défense de l'Ukraine, de la défense, on a fait beaucoup d'efforts, etc. Et les Américains, attention, on n'est pas au bout de nos peines. Non, Même tout à si fait d'accord. Même si on imagine, Poutine dit oui demain, hmm, on rêve une seconde. Il dit oui, accord de paix, on essaye d'arrêter, et ensuite le travail pour nous, les Européens, commence. Parce que je pense, Russes et Américains sont très d'accord à ce qui va financer la reconstruction de l'Ukraine, ce sont les Européens. Et Je peux deux, ajouter. et trois, le Russe va obtenir sa période, ce que j'appelle de tranquillité, où il peut réarmer et réfléchir. Parce que ce Russe, on n'a pas su, je dirais, on était sur la bonne piste jusqu'en 2003, 4, 5 à peu près, de ce que j'appelle, pas de l'amadouer, mais de lui donner une certaine perspective de participation au développement pan-européen. On n'a pas su. C'est la méfiance qui a régné à la fin, qui a eu le dessus. Les Russes voulaient être ce que j'appelle traité de manière égale. Trump fait ça d'une certaine façon avec Poutine. Et les Russes ont je dirais, cette obsession ou ce traumatisme d'être euh, attaqués de tous les fronts, hein. C'est pour ça qu'ils travaillent avec ce que j'appelle l'ennemi impossible ou l'ennemi possible, avec les Chinois et les Iraniens. Ils ont peur à cet égard. C'est un traumatisme qui est réel, qui est comme ça. Mais on n'a pas su ce que j'appelle les contenir quelque part. Et ça, attention, si Russes et Américains se mettent d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait avec les Russes? Nous, on continue ce que j'appelle la rupture profonde. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à, quelque part, réintégrer à terme les Russes dans cette Europe? Je pose la question. Moi, je suis méfiant, une grande méfiance à cet égard. Euh, oui, virgule, mais attention, vous n'aurez pas seulement les Hongrois, les Slovaques, je ne sais pas qui voudraient rouvrir les portes, mais il y aura d'autres. Attention, on aura un vrai débat. On n'est pas
préparés du tout à cet égard. Attention, chers amis. Gilles, là-dessus, qu'est-ce que... Je ferai deux remarques. La première, bon, c'est que ceux qui ont profondément aliéné les Russes c'est pas les Européens, c'est les Américains avec deux initiatives particulièrement malheureuses. La première qui était cette idée folle de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, heureusement tuée par le couple franco-allemand euh, Malheureusement, pas au tués, sommet de Bucarest, une pas idée tués. folle. Et la deuxième initiative, à mon avis tout à fait malencontreuse des Américains, ça a été de se montrer à Maïdan d'une façon excessive. C'était une affaire ukrainienne, ils géraient ça pas mal. Les Européens faisaient des communiqués, on aidait l'opposition, bon, c'était parfait, mais enfin, on ne le montrait pas autant, on ne le montrait pas autant que le montraient les Américains. Ça a enragé les Russes. Ça a enragé les Russes. Mais attention, même au Maïdan, Gilles, on avait un accord avec les Russes. Et les Européens, les trois, auraient dû rester sur place, Allemands, Français, Polonais, auraient dû rester jusqu'au bout sur place. Alors, chacun avait son agenda qui était ailleurs, plus important que sur le Maïdan. Et on a Mm. perdu totalement le contrôle du mouvement. Ah oui, bien sûr. On l'avait quelque part, on l'a perdu. Bon. Donc voilà, je pense que on a aussi notre part de responsabilité, c'est vrai. Oui. Alors ma deuxième remarque, elle était très simple, c'est que je bon, je ne sais pas si on mettra ou non des troupes au sol en Ukraine, je ne le souhaite pas personnellement, parce que je pense que ça risque d'être une nouvelle Fort-Pronu avec des conséquences incalculables à l'arrivée, mais enfin ça on peut en discuter. Ce que je sais, c'est que s'il y a un cessez-le-feu organisé d'une façon relativement civilisée, si vous voulez. Et qu'ensuite, à l'initiative des Russes, on peut le présumer, les combats reprennent. Notre chance d'être impliqués seront beaucoup plus élevées la deuxième fois que la première. Et donc, il faut pas se le dissimuler. C'est un peu ce que voulait dire Joachim quand il disait le travail commence après. Mais il ne faut Oui. pas se dissimuler ce risque, il est considérable. Et c'est moi, je suis beaucoup plus inquiet de cela que d'hypothétiques agressions russes calculées sur l'Estonie, etc. Je ne crois pas du tout que ce soit ce que les Russes ont envie de faire. Mais en revanche, qui calculent que le rapport des forces est favorable et qui reprennent l'offensive en Ukraine avec nous dans le coup, si je puis dire, comme plus ou moins garant de cette interruption des hostilités, ça nous met vraiment en première ligne. Les chances d'être attirés dans le conflit et d'avoir un conflit direct entre l'Europe et la Russie seront beaucoup plus élevées. Enfin voilà, c'est D'accord. Non, mais je vous donne un autre aspect de ce conflit. On n'a même pas mentionné la Turquie. Hmm. La Turquie, ce que j'appelle le pont, notre allié au sein de l'OTAN, est-ce qu'on a fait tout pour coordonner nos politiques, voire intégrer l'Ukraine dans les débats sur les conflits avec la Russie? J'ai des doutes de fond. Pour moi, il y a là une importance que l'Europe a aussi négligée quelque part. Hmm. D'accord. Bien. Bon, écoutez, je vois plus beaucoup il y a de nouveau des questions sur la Russie, mais bon, là, ça nous éloigne peut-être un peu de la relation transatlantique, même si c'est un peu lié à ça. Est-ce que vous souhaitez on approche de la fin du webinaire, est-ce que vous souhaitez faire une conclusion ou dire des choses que vous souhaitez ajouter par rapport au débat qu'on a eu aujourd'hui? Gilles? Oh, je dirais que je pense que la relation maintenir une relation transatlantique saine, c'est une chose souhaitable. Mais aujourd'hui, ça ne dépend pas de nous. Aujourd'hui, ça dépend d'un système américain devenu, il faut bien le reconnaître, un peu fou. J'attends qu'on m'explique ce que rationnellement Trump cherche au Groenland qu'il n'a pas déjà. Et donc, je suis quand même un peu pessimiste parce que euh, on savait, en 2003, on savait pourquoi on se disputait avec les Américains. C'était violent, mais enfin, au moins, on savait à peu près quel était le sujet. Là, franchement, on ne sait pas.
Mais je pense qu'il y a l'ego de Trump, sa volonté de puissance, marquer des points au détriment d'une puissance qui n'est quand même pas la plus apte à se défendre, qui est le malheureux Danemark, et à travers lui l'Europe. Tout ça quand même augure très mal de ce qui est en train de se passer. Je crois que malheureusement, quels que soient nos efforts, et moi je suis pour le dialogue, je suis pour qu'on manie vis-à-vis de Trump à la fois la fermeté et une capacité d'écoute de ses revendications quand elles sont raisonnables. Mais j'avoue que je suis un peu pessimiste parce que ce phénomène défie l'entendement. J'essaye de ne pas l'être, Gilles. Je J'essaie, vois. j'essaie de ne pas l'être. Pour ça aussi, l'appel, ce que j'appelle aux Européens, du moins à ceux, aux trois, quatre vraiment engagés. Et j'intègre dans ces engagés, par exemple, les Scandinaves, qui ont pris un rôle beaucoup plus positif qu'on aurait imaginé. Lorsqu'on a fait l'adhésion du nord de l'Europe, je me souviens que nos affaires étrangères, Bonn et Paris, étaient hésitants face aux Suédois, aux Finlandais. On ne doit pas accepter des pays neutres, ça nous dérange, c'est difficile, etc. Je me souviens de cette période. Aujourd'hui, ils sont les plus actifs, qui peuvent nous aider énormément dans ce contexte. Et euh, moi, je pense le temps est mûr pour dire carrément aux Américains, écoutez, il y a eu cette dégradation, arrêtons cela ensemble, trouvons deux personnes avec un mandat qui prépare un renouveau de cette relation, évidemment qui tient compte du fait que les Américains devraient rester un allié, mais qui sont un concurrent, un rival en même temps, hein, comme les Chinois de l'autre côté. Faisant comprendre aux Américains également, attention, il y a euh, la Chine, l'Inde, d'autres qui cherchent notre alliance, qui cherchent l'alliance avec nous. Et attention, nous allons chercher là aussi, hein. Hein. Il faut faire vraiment dire explicitement aux Américains, c'est dans notre intérêt, mais comme dans votre intérêt vital, que la relation puisse être basée sur des bases nouvelles pour le futur. C'est une conclusion très diplomatique, Joachim. De temps en temps, oui. Les Européens doivent retrouver l'art de la diplomatie. Oui, Écoutez, merci à tous les deux. C'était extrêmement intéressant dans votre diagnostic et aussi dans vos réactions, dans vos réponses. Le débat ne s'arrête pas là parce que, évidemment, je pense que Trump nous prépare d'autres surprises et d'autres événements. Donc, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Je voulais signaler la contribution de Gilles Andréani au site Telos, hein, le site de réflexion sur le Trumpisme et la stratégie de sécurité des États-Unis. C'était en décembre dernier. Et puis, Joachim, tu as contribué aussi récemment à l'association des anciens élèves de l'ENA, Servir, maintenant aussi INSP, sur l'Europe de la défense. Et tu nous feras bientôt un papier, on peut le dire en primeur, pour l'Institut géopolitique, sur aussi cet avenir de la relation transatlantique. Donc merci à vous deux, merci merci Maxime. à nos auditeurs. Et puis voilà, on espère vous retrouver bientôt pour de prochains webinaires. On en a prévu un sur l'Afrique au mois de février. Très bien. Et merci à Aurélie pour avoir organisé de main de maître, comme toujours, ce webinaire.